tu vois, je me suis toujours demandé en réalité ce que Steve Jobs, Léonard de Vinci ou Albert Einstein auraient fait s'ils avaient eu des outils d'IA à leur disposition. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'ils auraient fait? Qu'est-ce qu'ils en auraient pensé? Est-ce qu'ils l'auraient utilisé eux-mêmes ou est-ce qu'ils l'auraient vu comme un danger? Parce que j'ai utilisé ces trois figures, mais on pourrait parler de tous les grands penseurs, toutes les grandes personnes en fait qui étaient dans ce monde avant nous et qui n'ont pas connu ces outils, et se demander en fait qu'est-ce qu'ils auraient fait. Est-ce qu'ils les auraient utilisés? Est-ce que c'était des gens qui auraient vu une opportunité dans ces outils, ou est-ce qu'ils l'auraient vu comme une menace? Et vous voyez en fait l'intelligence artificielle, c'est un outil fascinant. En fait c'est ultra récent, enfin là dans cette vidéo, dans ce format podcast, je vais plus parler de l'IA générative sans réellement entrer dans les caractéristiques techniques, parce qu'on n'est pas des techniciens, on est seulement des gens qui utilisent l'IA générative comme on la connaît aujourd'hui avec les LLM comme ChatGPT, donc on va rester là-dessus. Donc c'est un outil fascinant et ça nous permet d'analyser des tonnes de données, ça nous permet de générer des textes, ça nous permet de générer des images. Et en fait, tout ça, toute cette puissance, en fait, ça pose une super question, une question fondamentale. Est-ce que, en nous facilitant la vie, est-ce que ces outils, ça risque pas, en réalité, d'amoindrir nos capacités cognitives? On peut faire tout ce qu'on veut avec ces outils, mais est-ce qu'en les utilisant trop, est-ce qu'il y a un moment où on va pas devenir bête, tout simplement? Et je suis tombée sur Instagram sur une petite vidéo, et en fait c'était, vous savez, ce genre de vidéo où il y a une image et un texte drôle. Et en fait, c'était une blague avec une enfant qui était dans une fête foraine et qui animait les attractions. Et le texte c'était « Voici mon futur métier si je continue à utiliser ChatGPT pour tout faire ». Et c'est assez intéressant. Et je me dis en fait pour éviter tout ça, pour éviter cette dérive, en fait pour éviter d'arriver au point où on n'a plus réussi à réfléchir, il faudrait entretenir notre esprit. Parce que c'est vrai qu'on est tenté d'utiliser l'IA, on est vraiment tenté de l'utiliser, surtout quand on apprend qu'elle peut créer plein de textes. Ça donne envie en fait de se dire « Ah c'est super en fait, elle peut faire le truc à ma place ». Et en plus apparemment elle le fait bien si je fais un bon prompt, un bon texte. Mais moi j'ai envie de continuer à entretenir mon esprit critique. Et dans tout ça, il y a la lecture et l'écriture. C'est pas marrant, on dirait professeur d'école ou une personne qui dit continuez à lire, c'est très important. Il y a un livre très récemment qui s'appelle Faites-les lire. C'est vraiment pour dire en fait il faut qu'on fasse lire les enfants. Et ça, c'est deux choses. Cultiver la lecture, cultiver l'écriture, ça, c'est vraiment des exercices qui vont nous permettre de cultiver notre pensée critique, qui vont nous permettre de continuer à structurer nos idées. Et en fait, vraiment l'idée là-dedans, c'est que l'intelligence artificielle ne doit pas seulement être un substitut à tout ça. Parce que l'IA sait faire très bien les choses, saura les faire de mieux en mieux au fur et à mesure, évidemment. Mais la question c'est, je me suis posé une question comme ça, je me suis dit, est-ce que si un jour tout venait à disparaître, un petit peu comme dans Ravage de Barjavel, toutes les machines s'arrêtent. Comment on fait? Demain, ChatGPT n'existe plus. Comment on écrit nos textes? Comment on fait nos devoirs? Et donc il faut continuer à cultiver ces exercices pour la pensée, la lecture et l'écriture, qui sont des exercices extrêmement durs. Ça prend énormément de temps d'apprendre à écrire et à lire. Et donc, l'IA ne peut pas être un substitut à tout ça. L'IA doit nous permettre de catalyser tout ça, de nous permettre d'améliorer tout ça, mais il faut l'utiliser intelligemment. En fait, ça peut devenir un outil stimulant, ça peut devenir quelque chose qui nous stimule. On peut l'utiliser pour lui poser des questions, essayer de confronter nos idées, mais bien l'utiliser en fait. Pas seulement de lui dire « fais-moi ci, fais-moi ça », mais j'ai pensé à ça, je l'ai tourné de cette manière. Réfléchis, trouve les points manquants, challenge mes pensées, challenge mes arguments. Il faut aussi garder à l'esprit en fait que on peut se servir de l'IA, mais pour le moment en fait l'IA, comme on les connaît aujourd'hui, donc les LLM, ont encore des limites en fait, c'est normal, si on vient de les créer, mine de rien, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 3 ans, même pas que ChatGPT, on le connaît comme ça quoi.
Et donc il y a encore des erreurs, elle peut produire encore des réponses inexactes, biaisées, vous savez, parce que elle répond en fonction des données qui lui sont données, et donc il y a des données spécifiques, et parfois ces données répondent une question spécifique, donc ce qu'on appelle les biais. On peut même dire parfois que les IA sont racistes ou sexistes ou quoi que ce soit, et à cause des biais, à cause des données. Et en fait, on peut pas non plus lui accorder une confiance aveugle. Il faut qu'on ait toujours la nécessité de... En fait, c'est terrible, on dit vérifier toujours ce que ChatGPT vous dit, etc. Mais en fait, si on utilise ChatGPT, c'est pour pas qu'on a vérifié, c'est pour pas qu'on a à faire ce travail. Donc c'est vrai que se dire, il faut vérifier ce que dit l'IA toujours, on le dit et c'est vraiment une bonne parole, mais qui le fait réellement? Honnêtement, quand vous posez des questions à ChatGPT, est-ce que vous allez vraiment vérifier si c'est vrai ou pas? Parfois, vous cliquez sur les sources en dessous, vous voyez en plus que ça mène vers rien du tout, et vous n'avez pas envie de le faire. Mais je pense que c'est super important, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer, moi, dans ma vie, c'est que j'ai envie de toujours travailler sur mon esprit critique. Et j'ai pas du tout envie de dire que l'intelligence artificielle est une menace, je pense que c'est un outil. Et en fait, le véritable danger, il va résider dans notre capacité à adopter les bonnes pratiques face à la technologie. C'est comme toute technologie, en fait, on peut donner l'exemple d'un marteau, enfin un marteau ça sert à planter un clou ou alors à faire du mal. Et donc, l'IA c'est pareil, si on l'utilise pour réfléchir, pour enrichir notre réflexion, plutôt que de nous remplacer, de la faire réfléchir pour nous, et ben en fait on va faire de l'IA un outil, une sorte, et non seulement un maître qui pense pour nous, qui a remplacé nos seules capacités en fait qui restaient pour l'humain, parce que les ordinateurs et les robots savent faire les choses mieux que nous, les calculs, etc. Nous, ce qui nous restait, c'était l'écriture, c'était la créativité, c'était la peinture, et en fait, on se rend compte que l'IA maintenant sait faire tout ça. Et donc, il faut qu'on réussisse quand même à s'en servir, parce que c'est un outil qui est présent, on ne peut pas non plus l'ignorer, mais il faut qu'on arrive à préserver cette capacité à renforcer et à utiliser notre propre intellect. Et en fait, ça pourrait induire en fait ce problème que l'intelligence artificielle, trop utilisée et mal utilisée, en fait, va nous rendre paresseux. C'est la plupart des technologies nous rendent paresseux. On prend simplement l'exemple de Uber Eats, on sort même plus de chez nous pour aller chercher à manger. Et je critique pas du tout, au contraire. Mais il faut se rendre compte que si ça arrive vraiment à remplacer nos cerveaux, notre esprit critique, là, ça peut devenir un problème. Ça peut devenir un problème et c'est vraiment dommage. Je pense qu'il faut vraiment s'entraîner à ne pas tout lui laisser. D'accord, je pense qu'il faut pas moins réfléchir et pas moins structurer nos idées, mais en fait, soyons honnêtes, tout le monde, là, en ce moment, a énormément de mal à lire, à se concentrer. Tout le monde. On dit les enfants, il y a plein de documentaires sur les enfants et la technologie, mais les adultes, les jeunes adultes, c'est pareil. On sait plus lire, on n'arrive plus à lire. Moi, j'adore lire, vous voyez. J'ai plein de livres en cours, mais je n'arrive pas à me concentrer. Je me concentre que pendant 10 pages, pendant 20 minutes et tout. Et je relis 5 fois la même chose. Et en fait, on n'est plus concentré. Et c'est dommage, en fait, parce qu'on a envie de le faire. C'est une activité enrichissante. Et donc, je dis pas que c'est que à cause de l'IA. En fait, c'est à cause de tout l'environnement technologique dans lequel on vit. Mais l'IA va prendre une grande place. Donc, pour ne pas se faire remplacer intellectuellement par l'IA, pas que j'ai peur d'un remplacement, mais parce que j'ai pas envie de perdre ces capacités. J'ai pas envie de perdre cette capacité à penser, à réfléchir, à structurer mon esprit. Et pour ça, il faut vraiment qu'on travaille sur ces 3 choses. Donc premièrement, c'est lire des livres. Deuxièmement, c'est écrire. Et troisièmement, c'est travailler sa pensée critique. C'est vraiment les 3 choses que j'ai envie de développer rapidement, et en fait, je parle pour moi. Donc vous allez me dire si vous vous reconnaissez dans ces choses-là, en fait, dans ces questionnements. Et par rapport à la lecture, premièrement, c'est que, vous le voyez, on est dans un monde qui est saturé d'informations courtes, instantanées, les vidéos, les vidéos courtes, tous les mails, on reçoit tellement de mails, les informations, il y a des blogs sur 50 000 trucs, et en fait, on se sent étouffé. Et en fait, on a oublié de prendre un livre, de se poser, et de lire tout simplement sur un gros pavé, ou même un livre de 200 pages, un petit roman, on a oublié de se concentrer. Parce que ça va plus assez vite, en fait. C'est un défi de lire, vraiment. Moi, je me suis mis à un défi, je me suis dit, bon, il faut que je lise au moins 20 minutes par jour, mais c'est un truc où je me force, quoi. Et déjà, notre capacité d'attention, elle a diminué.
c'est plus facile de scroller, c'est plus facile de sortir son téléphone, de scroller, d'avoir une information rapide à notre esprit, à notre attention. Et moi je pense qu'en faisant ça, malheureusement, on découvre des choses super. Vraiment sur YouTube, sur Instagram, on découvre des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Un petit peu. Mais il faut lire des livres parce que ça reste un exercice extrêmement important pour l'esprit. Et même pour lutter contre Alzheimer, je crois. Et en fait, c'est un moment où tu vas plonger dans un texte qui est long, qui est structuré, et qui va forcer ton cerveau à suivre une pensée lente. Et c'est horrible, en fait, quand on a été habitué à la rapidité, quand on a été habitué à tout ce qui est rapide, même la bouffe, le fast-food, tout ce qui doit être rapide, en fait, on a perdu cette capacité à être patient, à accueillir l'information. Et il y a un truc, je sais pas à quel point c'est juste, mais le concept est le même, c'est que quand on ouvre notre téléphone, très rapidement, on a de la dopamine, ça se fait en quelques secondes, sauf que quand on lit un livre, ça se fait en plusieurs minutes. Je crois qu'il faut attendre 15 à 20 minutes avant d'avoir de la dopamine. Et évidemment, le choix, il est vite fait. Le choix, il est vite fait et on n'y peut rien. On a été bercé là-dedans, on a baigné là-dedans, soit vous avez eu des parents qui vous ont interdit ces choses-là, soit en fait vous êtes entouré de tout ça. Et je vais pas dire qu'on était victime, mais on peut redevenir des acteurs. Et lire, ça nous permet en fait de réfléchir, de découvrir des choses, de se poser. En fait, je pense que quand le cerveau est un moment où il est calme, où il reçoit de l'information de manière calme, ça peut vraiment nous apporter beaucoup d'idées, beaucoup de détente. En fait, il y a une donnée, c'est que quand on lit, on a une diminution du stress de 68%. C'est énorme. C'est énorme. Et ça va nous permettre de cultiver cet effort intellectuel, continuer à réfléchir parce qu'on est confronté à un propos d'auteur, on est confronté à un propos structuré avec des chapitres, des paragraphes, des idées, des exemples, des introductions, des conclusions. Et en fait, cet exercice est un exercice tellement plaisant. Et en fait, j'ai remarqué que moi, quand je lisais, ça me donnait aussi envie d'écrire des trucs. Et en fait, ça donne plein d'idées. Et si on accompagne en plus la lecture par la prise de notes, c'est encore mieux. Et aussi, par rapport à l'écriture. En plus de la lecture, l'écriture. Parce que on ne sait plus écrire, en fait. Y a des gens qui utilisent l'IA tout le temps, et quand ils essayent d'écrire un texte eux-mêmes, ils n'y arrivent plus. Ils savent plus comment faire. Et en fait, l'IA, elle peut générer un texte en quelques secondes à peine. Mais nous, comment on arrive à structurer nos pensées, comment on arrive à le faire si on laisse la machine la faire à notre place, comment nous on va réussir à continuer à écrire, à organiser sa pensée, à articuler des arguments, à exprimer une vision, à avoir un style qui est propre. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez essayé d'écrire, que ce soit de la fiction, de la non-fiction, des romans. Quand on lit des romans et qu'on essaye d'en écrire, en fait, on se rend compte que les auteurs ont leur style. Et c'est très particulier. Et bien sûr que l'IA peut recopier ça. Mais est-ce que toi, tu te mets devant une feuille de papier, comme ça, tu veux écrire un roman, tu veux écrire un premier chapitre de roman, qu'est-ce que tu vas écrire ? Tu vas écrire des choses plates, des choses fades. Et tu te dis, mais comment Stephen King ou Franck Tillier arrivent à écrire des choses, à tourner les phrases d'une manière mais qui est tellement prenante. Et tu te dis, mais pour le moment, Stephen King et Franck Tillier n'ont pas avoué avoir utilisé l'intelligence artificielle. Mais parce qu'ils l'utilisent pas, parce qu'ils savent écrire. Et aujourd'hui, je pense que c'est très frustrant pour moi, parce que bon, déjà, quand on essaie d'écrire des romans, on se rend compte que ce qu'on écrit, c'est nul. Et c'est pas seulement nul, c'est que je me dis, en fait, il y a toujours cette possibilité de dire, ok, je vais donner mon idée et je vais la faire écrire par l'IA. Ouais, mais si tu fais ça, tu sauras plus le faire toi-même. Et moi, j'ai envie d'écrire. J'ai pas envie de devenir écrivain, mais j'ai envie d'écrire des histoires. Et j'ai envie d'écrire des bonnes histoires qui font immerger les gens, qui les font s'immerger. Et en fait, si l'IA le fait, elle le fera très bien, très rapidement, super, mais moi, si je le fais plus, il se passe quoi ? Et dans l'écriture, je pense qu'il faut vraiment s'entraîner à écrire sans l'IA. C'est ultra tentant d'écrire avec l'IA, mais je pense qu'il faudra l'adopter vraiment comme une sorte d'outil d'édition pour éditer nos fautes, corriger certaines choses, la grammaire, même améliorer un peu son style, mais ça doit pas être elle qui est l'auteur de notre pensée. Il faut vraiment qu'on s'entraîne à faire ça. Parce que, et parfois je pense en fait à des romans classiques, et par exemple Victor Hugo, Émile Zola n'avaient pas ces outils-là, mais ils savaient écrire. Donc c'est vraiment un exercice que je vais me donner, vous voyez j'en parle là, mais je vais me donner cet exercice
de vraiment pas essayer d'écrire avec l'IA. Ça va être frustrant parce que je vais voir que ce que j'écris c'est nul, mais je vais essayer de m'améliorer. Et pour améliorer son écriture, évidemment, il faut lire, il faut se confronter à ce que les autres ont écrit et comment ils l'ont écrit pour essayer de comprendre le processus d'écriture. Et enfin, il faut évidemment travailler sa pensée critique. En fait, vous voyez très bien que l'IA, l'intelligence artificielle, a énormément redéfini notre rapport au travail et aux compétences qui vont être nécessaires pour évoluer dans ce monde. Et beaucoup de gens ont peur d'être remplacés par l'IA, notamment les personnes qui font des travaux répétitifs. Et notamment moi, dans mon domaine, moi j'ai étudié le droit, en fait, j'ai récemment regardé le rapport de 2025 du Forum économique mondial, en fait, qui parlait des transformations du travail, et notamment, en fait, l'IA en fait, se retrouvait au cœur de ce rapport. Et en fait, dans le rapport, en fait, ça pourrait faire peur à plusieurs de mes anciens professeurs. En fait, le legal, le droit, le métier là, est l'un des 3 qui va être remplacé. Parce que on accumule de la donnée, on fait de l'analyse, et c'est ce que l'IA sait faire le mieux. Bref, en tout cas, dans ce rapport, il y avait vraiment des choses qui étaient mises en avant, c'était qu'il y a une compétence essentielle qui sera la plus recherchée d'ici 2030 dans le travail, cumulée avec l'IA. Et cette compétence, c'est la pensée analytique. C'est super complexe en fait. Et la pensée analytique, c'est réussir à analyser, à structurer, à interpréter des données, à structurer sa pensée. Et on se rend compte que l'IA peut automatiser beaucoup de tâches, évidemment. Mais je pense pas qu'elle va, pour le moment, réussir à remplacer notre raisonnement. Et même si elle arrive un jour à le faire, il faut que nous, on continue à développer notre propre raisonnement. Identifier des schémas complexes, comprendre des relations de cause à effet, prendre des décisions, etc. Et la pensée analytique va être essentielle. Pour distinguer tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, analyser la fiabilité d'une information, résoudre un problème en profondeur, avec une approche humaine. Et donc ceux qui sauront développer ça, leur pensée critique, en fait, en se confrontant aux choses, toujours en se confrontant à la lecture, à l'écriture, ils vont rester incontournables, ils vont créer quelque chose qu'il ne leur sera pas enlevé tout de suite. Et donc, c'est ça, c'est la lecture, l'écriture et le travail de la pensée critique, et ça m'intéresse énormément. Et en fait, face à l'essor de l'intelligence artificielle, le but c'est pas de rivaliser, le but c'est pas de dire « ouais, on va être remplacé, vite, créons des collectifs pour supprimer l'intelligence artificielle dans les travails ». Non, le but c'est pas ça, le but c'est pas de se mettre en opposition, c'est de dire « elle est là ». Ok, elle est là maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il va falloir qu'on réussisse à travailler notre nuance, notre capacité à innover, à penser, à réfléchir. Et vraiment, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, je dirais même peut-être de la discipline. Mais ces personnes qui arriveront à développer ces compétences vont développer vraiment un avantage. Un avantage pour eux, un avantage aussi pour le monde, un avantage sur les autres. Et donc ces capacités, donc la lecture, la pensée critique, l'écriture et même la créativité, la capacité à être créatif, inventer, c'est des compétences qu'on va devoir entretenir pour rester intelligent. Et en fait, l'intelligence artificielle, il ne faut pas qu'on la laisse nous remplacer, pas par arrogance, mais par intelligence, et se dire que l'IA, je peux l'utiliser, je vais devoir l'utiliser, en fait, elle fait partie de notre monde, et tant mieux, parce qu'il y a des choses qui seront automatisées, plus rapides, etc., des données peut-être mieux traitées, mais moi, il va aussi falloir qu'à côté, en même temps, de manière parallèle, je continue à travailler sur mes capacités, sur mes compétences d'écriture, de lecture et de pensée critique. Et adopter des bons outils, en fait, pour travailler ces choses-là, parce que c'est pas facile. Moi, par exemple, j'utilise un outil de prise de notes parce que j'ai envie de travailler ma prise de notes, ma compréhension de livres, et cet outil s'appelle Obsidian. Donc ça m'aide à organiser mes idées, à structurer mes pensées, mes réflexions. En fait, c'est comme pour moi un carnet numérique, mais en plus puissant, qui me permet de connecter des informations, comme c'est sur ordinateur, de visualiser mes idées sous des angles différents, et d'essayer d'entretenir en tout cas un esprit critique, parce que je me force à prendre des notes, je me force à lire, à comprendre et à connecter certaines idées. Et donc, je pense que je vais développer dans les prochaines vidéos sur cette chaîne des approches pour apprendre à réfléchir, à développer sa pensée et son esprit critique sans complètement ignorer l'IA, au contraire en l'utilisant correctement, et apprendre à l'utiliser comme il faut en fait pour être accompagné et non
s'auto-remplacer, se laisser remplacer. Donc, dis-moi en commentaire si ça t'approche. Cette approche de l'IA, de la pensée critique, de la lecture, de la prise de notes. Dis-moi si cette approche t'intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup de me penser par rapport à l'intelligence artificielle, de me dire comment je peux l'utiliser, comment je peux continuer à travailler mes compétences intellectuelles. Et d'ailleurs, par rapport à l'outil Obsidian, en description de cette vidéo, tu as 2 liens pour t'apprendre à prendre en main le logiciel. Si toi, tu l'as jamais pris en main, si tu n'as pas encore téléchargé l'outil, tu peux voir, j'ai fait 2 vidéos qui vont t'apprendre en fait à le prendre en main et à l'installer et à commencer à l'utiliser, donc tu peux checker ça. Et toujours par rapport à Steve Jobs, à Léonard de Vinci, à Albert Einstein, je sais pas ce qu'ils en auraient pensé, je sais pas du tout. Moi je pense que Jobs aurait été... Vous savez déjà que Jobs en fait a interdit à ses enfants l'iPad. Il y avait un article du Times, je crois qu'un journaliste l'a interviewé et lui a dit mais en fait vos enfants ils ont trop de chance quoi, ils ont un iPad à la maison et tout. Et Jobs il a dit non, il n'y a pas de ça chez moi. Bon, il savait en fait que ce que ça allait faire, c'est... Il a imaginé le produit, il a imaginé tout ça, en fait il était sceptique. Et il restreignait l'accès à ses enfants. Et donc je pense que par rapport à l'IA, il aurait été très content. Parce que comme il dit, ça aurait été comme l'ordinateur, une sorte de vélo pour la pensée, une bicyclette pour la pensée. Mais il l'aurait pas laissé remplacer. Je pense que Jobs était assez arrogant pour se dire un robot ne va pas me remplacer. Et je pense qu'il avait raison. Et Léonard de Vinci, je pense qu'il aurait été très fasciné par ça. Je pense qu'il aurait même essayé de créer ses propres agents intelligents. Mais je pense qu'il aurait toujours continué à mélanger des choses. Il faisait plein de choses, de la peinture, de l'architecture, de la biologie. Et il aurait toujours continué à faire ça. Il se serait pas laissé impressionner. Il aurait été très intrigué, je pense. Il serait allé dans les choses, il serait allé découvrir comment ça marche pour créer les siens. Mais pas pour lui. Je pense qu'il aurait créé des IA pour des choses du quotidien, des choses un peu banales de son quotidien, mais pas pour les choses qui touchent à son intellect. Et Albert Einstein, sa position sur la technologie, en fait, il était... je sais pas du tout, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils auraient fait? Est-ce qu'ils l'auraient utilisé pour eux, ou est-ce qu'au contraire, avec leur intelligence, ils se seraient dit non, moi je vais l'utiliser pour des choses banales, mais pas pour ma pensée, pas pour m'atrophier, remplacer quelque chose et ne plus l'utiliser. Ils auraient vraiment continué, je pense qu'ils auraient appuyé sur le fait que on doit continuer à lire, parce que ce qui les a rendus intelligents, ces gens-là, c'était déjà naturel, et ensuite ils lisaient, ils s'intéressaient aux choses, ils s'intéressaient aux concepts, c'est des gens qui réfléchissaient beaucoup. Et je pense que jamais ils auraient laissé un outil... Ils auraient laissé un outil le faire. Ils auraient pas empêché l'IA de le faire. L'IA, les gens veulent créer des IA qui réfléchissent, super. Mais ils auraient dit, ok, elle le fait, mais moi aussi je le fais. Moi aussi je continue à réfléchir, moi aussi je continue à penser, à lire, à écrire et à analyser. Dis-moi si cette approche te plaît, dis-moi si ce format te plaît. Un format beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, où on parle d'une idée, où on développe une idée, un questionnement. En tant qu'humain, on se pose des questions en tant qu'humain et on essaie d'y répondre avec des hypothèses humbles, sans dire et prétendre détenir la vérité, mais en se posant des questions comme ça et en réfléchissant. Donc dis-moi si tout ça t'intéresse.